Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Week-Echo, votre émission dominicale qui analyse et décortique l'actualité socio-économique de la semaine. Fini les attentes interminables de demandes en compteurs électriques, est-on tenté de dire après la récente réception de 115 000 compteurs à carte de type moderne par la Société béninoise d'énergie électrique. Au-delà, c'est un nouveau jour qui se lève sur cette entreprise publique. On annonce une gestion déléguée pour la restructurer, améliorer ses rendements et atténuer les souffrances des Béninois. Mais question, est-ce la bonne formule? Quels pourraient être les impacts sur les emplois et suffit-il de moderniser cette société d'État pour satisfaire aux besoins de la clientèle? Sujet à débattre dans le décryptage. En dossier de la semaine, on aborde le recrutement des aspirants au métier d'enseignant. Environ 16 000. Ils ont réussi au test de sélection organisé par le gouvernement. Certains ont même déjà démarré les cours dans les collèges après la signature d'un contrat de 9 mois renouvelable. D'autres n'ont pas été sélectionnés malgré leur réussite au test, bien que l'objectif soit de pallier au manque d'enseignants dans les établissements. Que vont-ils tous devenir? Les 9 mois renouvelables pour les sélectionnés le seront-ils ad vitam aeternam? En somme, quel est véritablement le sort réservé aux aspirants au métier d'enseignant? On reçoit le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Hubert Amembedji. Mais avant tout cela, Nadège Omolade Sani nous livre quelques informations. C'est le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week-Echo. Depuis plusieurs années, les acteurs de la sécurité routière ont du mal à hisser leurs préoccupations au rang des questions prioritaires au niveau des gouvernements successifs. Pourtant, les accidents de la route constituent la première cause de décès des jeunes âgés de 15 à 29 ans en Afrique. Leur impact sur la croissance économique n'est pas des moindres. Au Bénin, un peu plus de 219 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés en 2016 avec pour cause l'insécurité routière. Louis Koudogbo, Rodrigue Babagbeto. Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques. Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître. Et cela agit sur la production, sur le PIB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards. Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3 %.
En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. On parle santé à présent. L'anémie est l'une des maladies les plus fréquentes chez l'homme. Chaque année, près de 2 milliards de personnes sont touchées par la maladie dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Quelles sont les causes de l'anémie et comment la traiter? Réponse dans ce reportage de OGS Nyangli et Sardouane Kakbo. Quand je souffrais de l'anémie, d'abord j'ai la paume de mes mains, également celle de mes pieds, c'était blanchi. Bon, je sentais des picotements. Tout comme Espérancia, beaucoup de personnes se basent sur ces manifestations apparentes pour estimer souffrir de l'anémie. Et pourtant, l'anémie est une maladie dont le diagnostic doit être confirmé par une analyse médicale. Il faut noter que malgré ces manifestations, le diagnostic de l'anémie est biologique. Tant que vous ne dosez pas le taux de l'hémoglobine, vous ne pouvez pas dire que vous êtes anémié à partir des signes cliniques. Chez le nourrisson, le taux d'hémoglobine étant de 14 grammes par décilitre. Si on prend le cas de l'adulte, le taux de l'hémoglobine est de 13 grammes par décilitre. Chez la femme adulte non gestante, le taux d'hémoglobine est de 11,5 grammes par décilitre. Et chez la femme gestante, le taux d'hémoglobine doit être idéalement égal à 11 grammes par décilitre. Il existe plusieurs types d'anémie, mais la forme la plus fréquente et la plus répandue selon les spécialistes est celle liée à une carence en fer. Elle touche près de 30% de la population mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. Les causes liées à cette forme d'anémie sont multiples. Nous pouvons énumérer 4 causes. La première cause liée à une insuffisance des apports, c'est-à-dire des apports de fer. En deuxième position, nous avons les causes liées à la perturbation du métabolisme. Nous avons également des causes liées à la perte excessive de fer qu'on retrouve dans les grandes hémorragies, à savoir l'hémorragie digestive, qu'elle soit haute ou basse, c'est-à-dire un patient qui vomit du sang ou bien un patient qui, au cours des selles, présente du sang. Des patients qui souffrent de l'hémorroïde, et les femmes également qui font des règles abondantes ou bien porteuses de fibromes. Pour l'éradiquer, tout souffrant doit, en plus des traitements médicaux, suivre un régime alimentaire riche et diversifié. Il faut une alimentation équilibrée riche en protéines. Protéines ne veut pas dire forcément de la viande. Nous avons les protéines animales et les protéines végétales. Parmi les protéines animales, nous avons la viande, le poisson, les œufs, le foie de veau, le foie de porc. Et parmi les protéines végétales, on peut retrouver les épinards, les légumes, c'est-à-dire les épinards, et les lentilles, les fruits, comme la pomme, les oranges. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, la maladie touche chaque année près de 2 milliards de personnes à l'échelle mondiale. Et au Bénin, 58% des femmes et 72% des enfants en ont souffert de 2006 à 2018.
Effet de mode chez les hommes, chacun adopte un style de coiffure selon sa convenance. Ces coupes, parfois fantaisistes, s'observent surtout chez les jeunes. Ainsi, les salons de coiffure pour hommes sont pris d'assaut par de jeunes gens à la quête d'un style de modèle. Les coiffures fantaisistes des hommes sont-elles une dépravation ou un look? Élément de réponse dans ce reportage de Joseph Bonke Dotou, Roka Anagoko et Amidou Malehoso. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous on est coiffeurs et notre métier c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. C'est la fin du mini-journal de ce dimanche. Wikeko continue avec Ulvaïus Balogun. Merci à vous, Nadège Molade Soni. Et d'une rubrique à une autre, on passe maintenant à la revue de presse économique, une présentation de Gloria Oni. Bonjour et bienvenue, chers amis de la toile. Démarrons par cette activité gouvernementale sur la sécurité dans l'espace UEMOA. Afrique Express, titre en manchette. Réunion à Dakar sur le financement de la sécurité dans l'espace UEMOA. Le leadership de Talon s'affirme davantage. Le journal informe que Macky Sall et Patrice Talon sont les deux présidents mandatés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour conduire la réflexion et définir des plans d'action. Les deux chefs d'État avec les ministres des Finances de la zone ouest africaine pour voir comment mobiliser les financements nécessaires à la cause. Le quotidien du service public renchérit et met en manchette. Réunion sur le financement de la sécurité dans l'espace UEMOA, le président Patrice Talon reçu par Macky Sall. On retient des colonnes du journal qu'il s'agira d'une discussion en vue de garantir la paix et la sécurité de tous dans l'espace UEMOA. L'œuvre sociale qui a fait le tour des journaux cette semaine, c'est la construction de 20 000 logements sociaux. La Nation titre « Programme de construction de 20 000 logements ».
10 milliards de francs CFA décrochés par Ouadani. On retient du journal que la Banque régionale a mis à la disposition du Bénin un prêt de 10 milliards de francs CFA en vue de la viabilisation et de l'aménagement du site de Ouedo, retenu dans la commune d'Abomey-Calavi pour la construction de 20 000 logements sociaux. Le meilleur vient renchérir et titre « Projet de construction de 20 000 logements à Ouedo ». Romuald Ouadani signe un accord de près de 10 milliards de francs CFA avec la BOAD. L'auteur de l'article revient sur la signature de cet accord qui a eu lieu entre le ministre des Finances et le directeur de la BOAD, Christian Adovelandé. L'autre sujet de l'actualité qui n'a pas été occulté, les compteurs prépayés déjà disponibles pour satisfaire les demandes en attente. Le meilleur titre, énergie électrique au Bénin. Le gouvernement met fin au calvaire des populations. On retient du journal que la commande de 115 000 compteurs prépayés est réceptionnée par le ministre Jean-Claude Oussou, qui estime d'ailleurs qu'il y a de quoi assouvir les besoins des populations sur les prochaines années. Fin de cette revue sur Wikeko. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Gloria Oni. Et de la revue de presse économique, on installe le plateau décryptage. Pour une gestion efficace, la société béninoise d'énergie électrique passe bientôt en gestion déléguée. Cela dans le souci d'offrir de meilleurs services aux consommateurs. Une modernisation qui passe par des réformes dont, entre autres, vous l'avez entendu dans la revue de presse, la réception de 75 000 compteurs prépayés et même le paiement des factures par téléphonie mobile. Deux confrères sont avec moi ce matin pour mieux décrypter toutes ces réformes et leur impact sur le quotidien des Béninois et du consommateur. Je reçois pour vous donc Gédéon Vegba, il est journaliste à Radio Bénin. Bonjour Gédéon. Bonjour Ilvaïus. À vos côtés, je reçois également Eloge Gandaro, journaliste et directeur de publication du journal Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour chers confrères Balogun. Vous allez bien. Et bonjour à tous. Alors merci. DP, à votre avis, la gestion déléguée qui est annoncée de la SBE, à votre avis, est-ce une bonne décision? Oui, c'est une bonne décision, moi, de mon avis, dans la mesure où nous avons fait une expérience, n'est-ce pas? Avec la SBE, vous savez, pendant des décennies, comment la société a été gérée, avec beaucoup de problèmes. Je voudrais précisément dire, n'est-ce pas, les consommateurs, d'accord, les abonnés qui devraient jouir, bénéficier des services de qualité se plaignent. Tout à l'heure, vous avez commencé par de nouveaux compteurs prépayés qu'on a réceptionnés. Mais ça fait combien de temps que les abonnés, les consommateurs attendaient ces compteurs-là? Si vous allez sur le terrain, les problèmes se posent depuis longtemps, depuis des années. D'accord? Donc, on ne peut pas continuer avec cette gestion-là. Et n'oubliez pas que la SBE a été, pour l'État comme d'autres sociétés, pratiquement une société où l'État met beaucoup de milliards, mais la suite, mais ça n'apporte rien de concret pour la Caisse nationale. D'accord? Elle est subventionnée, les services ne sont pas de bonne qualité et beaucoup de problèmes sur le terrain. Donc moi, je pense que dans ces conditions-là, lorsqu'on fait une expérience du genre, un État responsable a le devoir, n'est-ce pas, d'arrêter le massacre, d'arrêter la saignée, n'est-ce pas, et d'envisager une autre forme de gestion. Donc c'est dans ce sens-là que moi je pense que une gestion déléguée, bon c'est vrai que certains ont parlé de privatisation, ceci, cela, mais lorsque nous avons écouté les autorités béninoises, je crois que privatiser c'est vendre. Or, avec la gestion déléguée, je crois que la SBE demeure une patrimoine, demeure une priorité de l'État. L'État pourra continuer de suivre la gestion de cette société-là. Alors Gédéon, cette nouvelle façon, cette nouvelle décision de vouloir mettre la SBE en gestion délégataire, est-ce qu'on en avait vraiment besoin?
C'est possible, hein, mais c'est une option, c'est vrai, c'est une option que le gouvernement est en train de vouloir faire, mais est-ce que c'est la meilleure option? C'est là la question. Moi, je pense que c'est vrai qu'on peut relever beaucoup de choses, hein, beaucoup d'insuffisances dans la gestion de ces sociétés d'État, en l'occurrence la SBE, mais la gestion déléguée telle que c'est en train de s'annoncer, est-ce que c'est gestion déléguée ouverte pour les Béninois ou pour les étrangers? Si c'est pour les étrangers, moi je pense que ce n'est pas forcément la meilleure option parce que avec ce qui est annoncé, ce n'est pas pour les Béninois. En tout cas, les deux qui ont été c'est pour ça que je dis que si ce n'est pas pour les Béninois, je pense que on n'est pas forcément sur la bonne voie. Parce que quoi? Ce n'est pas qu'il manque de cadres compétents au Bénin. Ni de cadre intègre. Mais qu'est-ce qui explique que... Je pense que la problématique se situe souvent au niveau du mode de recrutement. Les gens ne sont pas recrutés forcément parce qu'ils ont un profil donné. Bon, il y a la politique qui intervient forcément dedans. Donc, je pense que si le gouvernement avait fait recours, ou du moins le chef d'État avait fait recours à sa promesse de campagne qui disait qu'il allait recruter les hauts cadres par appel à candidature, si ça avait été fait, je pense qu'avec un cahier des charges à l'appui, les gens ne vont pas quand même se hasarder à commettre les mêmes erreurs que les précédents. Donc, c'est la façon de recruter qui est le problème. Sinon, les cadres compétents, on en a. Des gens bien outillés, des profils qui ont le profil du job, il y en a. On peut toujours les expérimenter et voir ce que ça va donner. Mais si c'est fait l'expérience, on a commencé par le faire déjà, hein, l'a fait plutôt. L'expérience de gestion déléguée, il y a le port déjà qui est déjà dans ce mode de gestion. Et j'espère que, on va tirer les conclusions après. Oui, mais le risque également, c'est quand même qu'avec la gestion déléguée, qu'on n'en arriverait pas à des réformes asphyxiantes pour le consommateur. Non, il y aura un coût, il y aura un impact, c'est évident, parce que quand vous recrutez quelqu'un de l'extérieur, vous n'allez pas le traiter comme quelqu'un qui est au plan national, qui est sur le territoire. Il y aura une augmentation des choses, c'est sûr, mais ce n'est pas ça le plus important. Est-ce que le consommateur a la satisfaction? C'est ça qui est le plus important. Si le consommateur a la satisfaction, je pense que les coûts, on va supporter ça. Et alors justement, parlant des réformes, vous l'aviez évoqué, on a reçu récemment près de 75 000 compteurs prépayés à carte de type moderne, dont 70 000 compteurs monophasés et 5 000 compteurs triphasés. Vous pensez que ces compteurs qu'on vient de recevoir là suffisent pour satisfaire la demande? Oui, puisque j'ai entendu dire que lorsqu'on a évalué les besoins, c'est près de 25 000. Là, on en a reçu 115. 115, voyez-vous. Donc, ça devrait quand même couvrir les besoins. Mais là n'est pas le problème. Je ne suis pas technicien pour dire que compteur de telle marque, de tel type, c'est meilleur par rapport à tel autre. Et par rapport à notre climat ici, je crois que nous sommes dans une nouvelle expérience. D'accord? Et un État responsable ne fait pas des commandes sur un coup de tête. Des études ont été faites. On a fait l'état des lieux, on a fait des études. C'est un projet, je crois qu'il ne s'agira pas de gérer comme par le passé, n'est-ce pas, et de nous doter d'infrastructures, de moyens, d'équipements qui ne cadrent pas, qui ne répondent pas, n'est-ce pas, aux besoins réels sur le terrain. Justement, en parlant de ces besoins, nous sommes en Afrique et plus précisément au Bénin. On sait qu'ici il fait... je ne veux pas dire extrêmement chaud, mais il fait chaud quand même. Des compteurs qui viennent de l'extérieur comme ça ne sont pas forcément adaptés à notre climat. Non, nous n'allons pas le dire comme ça. Nous voulons une société moderne. Nous avons dit que nous voulons moderniser, n'est-ce pas, nos sociétés et évoluer. Donc nous n'allons pas dire qu'il faut que ce soit des compteurs fabriqués au Bénin ici ou fabriqués à côté. Encore qu'on peut le faire. N'est-ce pas? Il faut que nous évoluions au rythme de la mondialisation. Des équipements modernes, n'est-ce pas, de qualité, qui durent, mais qui répondent aux besoins réels sur le terrain. Donc moi, je pense que tout cela a été étudié, mais c'est à travers l'utilisation sur le terrain même parce que les compteurs viennent d'être réceptionnés. Donc, dès que les abonnés auront ces compteurs à leur disposition, ils vont commencer par les utiliser. S'il y a des problèmes qui se posent, on pourra véritablement apprécier, n'est-ce pas, l'équipement qui a été mis à notre disposition. Mais pour le moment, je pense que c'est très très important, il a souligné tout à l'heure, ça a un coût. Mais pendant longtemps ici, n'est-ce pas, nous n'allons pas dire que les factures qui sont payées, c'est toujours en fonction de la capacité des moyens des abonnés.
Mais il en manquait. Il vaut mieux encore avoir un service de qualité, même de meilleur service, même si le coût est élevé. Qui soit disponible. Parce que vous voyez, les gens ont les moyens, mais ils n'ont pas les compteurs. D'accord? Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas les compteurs ils ont fait des demandes depuis des années, depuis des mois. Il vaut mieux recourir à l'expertise d'une société. Bon, ce n'est pas une manière d'écarter les Béninois. Parce que nous avons fait l'expérience au Bénin ici, on le sait, combien de... Bon, ça, c'est tout nouveau. Oui, mais ici, comme le disait combien de directeurs, de cadres n'ont pas été promus à la tête de la SBE? Mais nous avons eu quels résultats? Il faut changer les choses, d'accord? Bon, recourir à une expertise extérieure, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas au Bénin ici ou bien on n'en a pas besoin, d'accord? Mais si tout cela peut être suivi dans la mesure où les deux sociétés dont vous parlez maintenant, Manitoba, Hydro International LTD, comme opérateur du contrat de gestion, et le second, groupement Société française de réalisation d'études de conseil, ces deux-là ne sont pas là pour gérer comme ils veulent. L'État béninois aura un regard là-dessus. D'ailleurs, même il y a un comité de suivi et de contrôle des contrats qui a été mis en place. Ça suppose que l'État béninois a conscience, le gouvernement a conscience que ce n'est pas une société qui a été remise à des étrangers et que, bon, ils n'ont qu'à gérer comme ils veulent. D'accord? Surtout que dans le processus, la procédure, ça a reçu l'avis de non-gestion du Millennium Challenge Corporation. Donc, ça veut dire que la procédure a été régulière. Donc, si tout cela est suivi avec rigueur, je pense qu'il aura un changement. Parce que le but visé, justement, c'est d'assurer durablement une gestion efficace de la société et d'assurer également de meilleurs services aux consommateurs. Alors, mais l'autre enjeu, quand on reçoit les compteurs, comme vous l'avez dit, il reste l'enjeu de la distribution. On sait qu'habituellement, on a des lourdeurs administratives. Les gens font des demandes, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois avant qu'on ne leur livre. Alors qu'il y a les compteurs là, ça pose également un véritable problème. Beaucoup de problèmes, parce que ce que nous disons maintenant, c'est pas que, bon, changer de forme de gestion ou l'option faite maintenant, ça ne veut pas dire que, bon, tout est parfait, tout sera bon. Il faut progressivement changer les choses. Certainement qu'il y aura de petits problèmes, mais l'idéal, l'essentiel est que les gens puissent quand même avoir leur compteur. D'accord. Mieux vaut tard que jamais. Le fait même d'apprendre qu'il y a déjà 115 000 compteurs, c'est mieux que d'attendre et de se dire que combien d'années il faut faire encore pour recevoir ces compteurs, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Gédéon, il faut revoir, comme le disait le DP tout à l'heure, confier la société à des étrangers, mais avoir un œil là-dessus. Ça pourrait permettre de rentabiliser et revoir de manière progressive la gestion afin de l'améliorer. Non, je reste sur ma position. Je ne pense pas que ce soit la meilleure formule, à mon avis. Je pense que c'est vrai qu'il faut finir avec la pagaille, la malgouvernance. Il faut finir avec ça, c'est pas bon. Ça ne nous permet pas d'évoluer. Mais est-ce qu'en confiant la gestion à une société étrangère, est-ce que ça va nous permettre vraiment d'avancer? Moi, je pense que ce soit... Je ne pense pas que ce soit... mais avec une feuille de route bien claire. Il y a une chose qu'il faut retenir, qui est quoi? La société qui sera retenue ne va pas travailler avec un autre personnel. C'est le même personnel qui est là. C'est-à-dire la société vient et travaille avec le même personnel qui existe. Ils ne vont pas ramener le personnel de l'étranger pour travailler ici. Donc, si les gens ne veulent pas... C'est une mentalité aussi de ceux qui sont là. C'est ce que je dis. Si les gens ne sont pas dans la posture du changement, ils vont compliquer la vie à celui qui est retenu pour travailler. Donc, je pense qu'il vaut mieux travailler à changer le comportement des gens, c'est-à-dire à voir la chose publique comme la chose de tout le monde. C'est lorsque ce travail est fait et que les gens ne sont pas encore à même de changer de cap, qu'on peut dire, bon, on envisage cette option. Mais aujourd'hui, dire qu'on recrute une société étrangère pour venir diriger la SBE, je ne sais pas si ça va donner le résultat qu'on escompte. Mais une chose est claire, ça aura un coût. Et puis, les gens ne sont pas venus pour faire, qu'on appelle, de l'aumône. Ils sont venus pour gagner de l'argent. Ils sont venus pour gagner de l'argent. Donc, ça va impacter sur la prestation et le consommateur va en payer le prix. Alors, oui, allez-y. Non, Balogun, je ne suis pas d'accord avec Gédéon. D'accord, allez-y. Parce que je ne voudrais pas, moi, être pessimiste. Parce que c'est au bout de l'expérience qu'on tire les conclusions. Nous ne pouvons pas d'avance être aussi pessimiste pour dire que, bon, je ne suis pas avec, du tout. Je fais une analyse. Avec ces nouvelles sociétés-là, bon, ça ne changera pas. Non. C'est-à-dire, c'est une nouvelle expérience, d'accord? C'est une gestion déléguée. Nous aurons le temps d'apprécier les choses à leur juste valeur, d'accord?
Ce n'est pas que, bon, on renvoie tous ceux qui sont, il a dit tout à l'heure, qui travaillent là-bas. Mais ceux-là qui sont là, certainement... On leur implémenter de nouveaux comportements, avec de meilleurs leur expertise. comportements. Si par le passé, il y a un certain laxisme, hein, on laisse, on travaille, on collabore avec des cadres incompétents ou des agents, comment dirais-je, qui ne font pas ce pourquoi ils sont là. Je crois qu'une nouvelle société qui a un contrat, vous avez un contrat, vous avez des obligations. Forcément. D'accord. Vous attendez Donc, les résultats. N'est-ce pas? Dans ces conditions-là, voyons comment les choses vont changer. C'est une nouvelle option. Alors, j'ai une dernière question. Les mois à venir, nous pouvons apprécier les choses. Je n'ai pas parlé des compteurs. Donc, oui, allez-y. Sur le compteur, parce qu'apparemment, on est en train de finir le temps. Non, sur les compteurs réceptionnés, je pense que c'est une série de plusieurs compteurs qui vont venir. Parce qu'il semble que c'est 200 000 environ compteurs qui sont commandés. Et on a réceptionné 75 000. C'est une très bonne chose. Et je pense que toute politique publique qui prend en compte les besoins des populations est à saluer. Franchement, je pense que sur ce plan, il faut féliciter le gouvernement pour cette prouesse. Maintenant, de toutes les façons, avant même d'aller un peu plus loin, je pense que ça va impacter tous les secteurs d'activité. Les artisans, les commerçants, tout le monde. Tout le monde aura, d'une manière ou d'une autre, satisfaction. Tous ceux qui ont fait leur demande. Absolument, absolument. Maintenant, ce que je dis sur la gestion déléguée, je reviens sur ça. Parce que je dis une chose, c'est comme si c'est nous qui voulons réinventer le monde. On ne veut pas réinventer le monde. On ne va pas réinventer le monde. Non, écoutez, on prend l'exemple du Togo, tout près ici. Le Togo a des entreprises qui datent de 50, 60, 70, qui sont toujours là. Pourquoi les Togolais ont su, au fil des années, garder ces entreprises sans que ça ne tombe en faillite? Mais on peut aller à l'école du Togo. Et comment ils font? Comment ils font? Oui, ils font comment? Non, je dis, mais une chose est claire, il y a des banques qui datent de 40 ans. Crédit togolais, ça date plus de 40 ans. OK? Banque togolaise pour je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de structures bancaires aujourd'hui qui datent des années 60, 70. Et Togocel, c'est toujours là. Aujourd'hui, nous, on a tout fermé ici. On a fermé Libercom, on a tout fermé. C'est pour dire quoi? On peut toujours composer avec les Béninois, mais en leur donnant un cahier des charges avec un suivi rigoureux. Ça va donner des résultats. Si on amène des gens de l'extérieur ici, je suis sûr que le coût que ça va donner, ce serait vraiment un coût exorbitant et qui va impacter sur la prestation. Alors, je demande une minute à notre chef d'édition. Vous aurez 30 secondes pour répondre à cette question. Elle est relative au recouvrement que la SBE a démarré, des recouvrements qui vont jusqu'au pénal aujourd'hui. Avec une seule facture, dès que vous ne payez pas, vous êtes à même de vous voir couper. C'est une très bonne chose. Moi, je pense que quand vous consommez, il faut payer. On dit que celui qui consomme paye. Donc, si le consommateur ne paye pas sa consommation, on le coupe. Il n'y a pas de midi à 14 heures. Habituellement, on avait encore 2 factures avant de payer. Vous savez, l'expérience qu'il y a en vigueur dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire par exemple, c'est le même jour. Hein, si vous avez une facture qui date aujourd'hui le 4, je crois, vous ne payez pas le lendemain, on vous coupe, c'est tout. C'est-à-dire que vous ne retrouvez pas le jus chez vous. Donc, c'est pour dire quoi? Ce n'est pas une nouveauté. C'est une très bonne chose. Il faut habituer les gens à payer leur consommation. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Oui. Il faut une gestion saine et rigoureuse. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut plus continuer à gérer pas comme le passé. D'accord? Nous avons fait une nouvelle option. Mais demandez-vous, ceux qui sont coupés, mais ils ne vont pas s'asseoir, ils ne croisent pas les bras pour dire, mais je m'en fous. Ils s'arrangent pour aller s'acquitter. Donc c'est une bonne chose. Il faut de la rigueur dans cette gestion-là. Si nous voulons réellement changer les choses et nous voulons, n'est-ce pas, évoluer vers une société moderne. Merci à vous, chers confrères. Il faut de la rigueur, c'est ce qu'il faut retenir de ce décryptage. Merci à vous, Gédéon Weba, journaliste à Radio Bénin. Merci également à vous, Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Merci, moi je reste en place pour le dossier de la semaine. C'est le programme spécial du gouvernement dénommé Préinsertion dans l'enseignement qui va s'occuper des aspirants au métier d'enseignant. 16 000 jeunes aspirants recrutés et mis à la disposition des collèges et lycées en fonction des déficits exprimés par les directeurs départementaux des enseignements. Quel est le sort réservé à ces aspirants au métier de l'enseignant? On en parle avec notre invité tout de suite, mais avant, on suit cet élément. Enseigner un métier né d'une passion pour Rémi, sa carrière d'enseignant
a pris son envol depuis 2002, après sa maîtrise en philosophie à l'université d'Abomey-Calavi. Ici, il enseigne par vocation sa matière en classe de première. Avant que je ne me lance dans ce métier d'enseignant, je formais des gens qui allaient au BEPC et réussissaient brillamment. J'avais cette vocation d'enseigner et c'était avec fierté que je le faisais. C'est donc avec fierté qu'il transmet ses connaissances aux apprenants, suscitant en eux l'envie d'étudier. Selon lui, enseigner est plus qu'un art intellectuel. Il s'agira d'éveiller en l'apprenant ce qui sommeille en lui, l'amener à comprendre ce qu'il possède en termes de capacité, de compétences et à construire tout cela pour être lui-même. D'une classe à une autre, Ézéchiel fait sa première prise de contact avec ses apprenants de la classe de première. Il fait partie des 15 875 aspirants au métier d'enseignant recrutés par l'État pour combler la pénurie d'enseignants exprimée dans les collèges et lycées. Être enseignant, une passion qu'il nourrissait depuis de longues années. C'est depuis le primaire, je dirais, parce que j'ai eu certains enseignants qui m'ont bien encadré, qui m'ont bien aimé. Et là, j'ai vu que ça, c'est un métier que je pouvais aussi faire et les imiter. Cet ancien vacataire enseigne le français. Il ambitionne devenir un enseignant émérite, transmettre ses acquis intellectuels, son leitmotiv. J'ai choisi d'enseigner parce que j'aime transmettre une notion, une connaissance à autrui. Et c'est une volonté de partager et d'enseigner, d'inoculer un savoir que l'on a à une autre personne. Tous s'accordent à reconnaître que l'enseignement n'est pas un pis-aller. L'enseignant n'a plus une image noble. Il est considéré comme le clochard, le nécessiteux, celui-là qui n'a rien trouvé et qui doit aller chercher quelques heures à grignoter pour survivre. Il n'existe pas de bon système éducatif sans des enseignants qualifiés et chevronnés. La renaissance de l'école béninoise passe aussi par la qualité de ses enseignants. Et voilà la problématique ainsi énoncée. Qui mieux pour en parler que notre invité, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, M. Urbain Amegbedji. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Merci de nous éclairer, de venir nous éclairer sur ce sujet pour le moins à polémique. Et comme d'habitude, je suis ce matin avec Patrick Agdabodjou. Bonjour Patrick. Bonjour Yves Balogun. Vous allez bien? Très bien. Alors Patrick, l'Agence nationale pour l'emploi est le bras armé donc, de ce programme pré-insertion dans l'enseignement. On veut bien savoir comment ce programme est mis en œuvre. Vous avez parfaitement raison, Ulvois Balogun. Nous voulons comprendre comment cette réforme est conduite et mise en œuvre. Monsieur Urbain Amegbedji, vous êtes la première autorité de la structure qui a su l'opérationnalisation du programme pré-insertion dans l'enseignement. Un programme qui est d'ailleurs déjà à sa phase active, avec à la clé 15 875 aspirants au métier d'enseignant, déjà déployés dans les collèges et lycées. D'entrée, pourquoi les appelle-t-on aspirants? Parce que beaucoup d'entre eux étaient enseignants vacataires. Aspirants, merci beaucoup de me donner l'opportunité d'expliquer un peu le contenu de ce programme gouvernemental. On les appelle aspirants simplement parce que le concours a été ouvert pas seulement à ceux qui ont un diplôme d'enseignement, c'est-à-dire ceux qui ont le BAPES ou le CAPES, mais également à ceux qui ont une licence académique. Et donc, à la base, ne sont pas formés pour enseigner, n'ont pas encore reçu les notions pédagogiques qui leur permettent de transmettre les connaissances qu'ils ont. Et donc, ils sont le plus gros lot. Dans les 15 000 que vous avez, plus de 2 tiers sont des personnes de l'enseignement, qui ont des diplômes académiques. Et donc, ils sont aspirants parce qu'au cours de cette première année d'exercice, le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle
procédera en même temps qu'ils sont en classe à leur formation. Il y aura des animateurs, des encadreurs, des inspecteurs qui vont les recevoir soit pendant les congés, soit à des périodes bien déterminées de l'année pour leur apprendre les notions pédagogiques nécessaires à la tenue d'une classe, d'une salle de classe. Mais DG, vous m'excusez, la rentrée a démarré. Bien entendu. Alors, et ces aspirants-là sont déjà en situation de classe. C'est ce que je disais, que tout en enseignant, ils vont apprendre. C'est comme une formation duale où ils auront eux-mêmes la formation théorique à des moments donnés, mais ils iront au charbon, à la pratique, dans les salles de classe. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais le besoin en enseignant dans les établissements est si important que si on ne prend pas ces mesures, la catastrophe viendrait parce que les enfants n'auraient pas du tout d'enseignants jusqu'à la fin de l'année. Le nombre de personnes, d'enseignants qualifiés, formés est très peu aujourd'hui pour combler le déficit en enseignants. Et dites-nous, directeur, depuis que ce programme pré-insertion dans l'enseignement a été pensé, à ce jour, quel est le rôle déterminant que l'Agence nationale pour l'emploi joue dans ce processus? Du fait même que c'est une pré-insertion, ça devient le rôle de l'Agence nationale pour l'emploi. L'Agence nationale pour l'emploi est une structure gouvernementale qui a pour mission d'augmenter l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire les primo-demandeurs d'emploi, jeunes diplômés, et qui veulent s'insérer sur le marché de l'emploi. C'est eux que nous recevons et à qui nous offrons ce que nous appelons des mesures gouvernementales les qualifiant à un métier. Dans le cas d'espèce, cette mesure permettra permettez-moi de les appeler comme ça, apprentis enseignants, d'être qualifiés au terme de la période de mise en pré-insertion au métier d'enseignant. Le ministère verra dans quelle mesure pouvoir continuer le renforcement de leurs capacités pour en faire des enseignants pleins. Donc il faut s'attendre à ce que ces apprentis, enseignants comme vous le dites, passent après des concours comme le BAPES, histoire d'être définitivement enseignants. Pourquoi pas? C'est aussi de leur volonté d'évoluer dans leur carrière. Mais le gouvernement, le ministère est en train de leur tracer une voie, celle d'aspirants d'abord aujourd'hui, au cours de laquelle ils vont enseigner, mais en même temps, on va leur apprendre, on va les qualifier, on va augmenter leur employabilité dans le domaine de l'enseignement, de manière à ce que au bout de la période, ils ne soient pas comme ils sont entrés. Beaucoup de gens disent « Ah, voilà des gens qui n'ont jamais enseigné, qui vont entrer dans les salles de classe ». C'est vrai, il y en a parmi eux qui n'ont jamais tenu une salle de classe, mais au début de cette année, la rentrée a commencé. Certains sont déjà allés en formation, sont en formation déjà pour qu'on leur apprenne les notions des élémentaires, les aptitudes élémentaires pour la tenue des classes. Le gouvernement en est conscient et a pris quand même des dispositions pour que cette mesure ne se retourne pas contre les enfants. Nous restons toujours avec l'Agence nationale pour l'emploi. Est-ce que ces aspirants au métier d'enseignant retenus passent toujours dans les locaux de votre structure pour les formalités, pour la signature de leur contrat, ou la phase de formalité est terminée? C'est presque terminé aujourd'hui, les formalités administratives de signature de contrat. Nous sommes aujourd'hui à plus de 95% des enseignants qui ont déjà signé leur contrat. Il y a quelques réajustements que le ministère fait qui vont nous permettre de déplacer certains d'un établissement à un autre. Cette période va courir jusqu'à la fin du mois où nous allons faire les réajustements nécessaires avant que tout ne se mette en place définitivement. Mais sinon, les formalités administratives sont partiellement terminées en termes de contrat. Il restera que nous engageons immédiatement les formalités permettant d'appointer leur salaire dès la fin du mois. Et cela nécessite un certain nombre de pièces que ces enseignants doivent nous ramener, notamment, et j'insiste là-dessus, le certificat de prise de service. Ils ne peuvent pas être payés s'ils n'ont pas pris service. Et qui leur donne ce certificat? C'est le responsable de l'établissement, là où ils ont pris service.
qui constate que j'ai reçu ce jour Monsieur Tartampignon, qui a pris service et à qui j'ai donné tel nombre d'heures pour enseigner telle matière. Est-ce que les chefs d'établissement sont sensibilisés à donner ce document? Absolument. Ils sont informés. Ils sont informés à travers les structures du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, notamment à travers les DDEPS qui assurent leur supervision. Et donc, ces responsables d'établissement reçoivent les aspirants, leur donnent des heures et leur signent un certificat de prise de service qu'ils doivent nous ramener, bien entendu, avec le relevé d'identité bancaire. Parce que là, aujourd'hui, nous ne pourrons pas payer les gens, continuer à payer comme l'ancienne formule. Ce sera appointé dans leur compte. Et si ces formalités sont faites à temps, je crois qu'à la fin du mois, tous les aspirants enseignants seront contents de recevoir directement leur salaire. Et c'est une prouesse, il faut le dire. Habituellement, dans le passé, on pouvait attendre 1 an avant de recevoir son salaire. Et vous savez bien, même dans la fonction publique, lorsque l'on démarre, c'est des rappels qu'on prend après. C'est après plusieurs mois et parfois années que l'on a son premier salaire. Eh bien, dans ce programme, nous travaillons à ce que dès le premier mois, les gens puissent avoir leur salaire. Oui, mais quand vous parlez de salaire, enfin, leur allocation. C'est combien? C'est sur quel premier de mois? Oui, mais j'espère que vous ne me demandez pas de dire le salaire des gens à la télévision. Bon, donnez-nous l'idée du salaire pour ceux qui on peut avoir une fourchette tout au moins. Est-ce que je peux dire votre salaire à la télévision? Dites-nous, leur contrat, c'est quel type de contrat? C'est un contrat à durée déterminée, bien entendu, mais c'est un contrat de pré-insertion. J'insiste là-dessus. Pré-insertion, ça a des caractéristiques. C'est-à-dire que c'est différent de tous les autres contrats. Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée. Parce que ce type de contrat est exempt d'impôts et de taxes. C'est l'avantage pour eux. Ils n'auront aucune taxe, aucun impôt à payer. Par contre, si ce n'était pas la pré-insertion, le DGI, le directeur général des impôts, n'accepterait jamais que des gens qui ont des revenus ne puissent pas payer des impôts. C'est pour d'ailleurs ça que nous n'appelons pas ça salaire, mais allocation. Les allocations sont exemptes d'impôts. C'est pour cela que c'est un contrat spécial, c'est un contrat de préinsertion. Et dans ce que nous appelons contrat de préinsertion, il y a l'exercice de la fonction, mais en même temps l'apprentissage, la formation. Ces deux choses couplées font que c'est un type de contrat spécial qui échappe aux impôts et on ne considère pas la personne comme gagnant un salaire, mais une allocation. Mais il y a beaucoup d'avantages. Bien sûr, ils auront aussi une indemnité de logement, parce que beaucoup parmi eux seront amenés à se déplacer de leur résidence pour aller à leur lieu de travail. Ils auront aussi la couverture sanitaire. Je crois que les choses s'améliorent de plus en plus dans notre pays pour que les travailleurs ou les apprentis travailleurs puissent avoir cette couverture sanitaire qui, quand même, leur permet d'être en bonne santé pour faire leur travail. Vous permettez, ils auront une couverture sanitaire. Habituellement, c'est quand on paie des impôts, le taxe qu'on a droit à ça. Qui prend ça en charge? Considérez que c'est une prime de l'État. Et que c'est un contrat spécial. Voilà, spécial. Alors, mais ce contrat dure combien de temps, ce contrat spécial? Ce contrat va durer 9 mois. 9 mois. Ça part d'octobre, 30 septembre, au 29 juin 2020. On sait qu'une année, c'est 12 mois. Leur contrat, qui est un contrat spécial, a une durée de validité de 9 mois. Quel est le sort de ces aspirants? Ils se retrouvent chômeurs pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Dans votre question, vous avez la réponse. Vous avez dit que c'est un contrat spécial. Alors, tout ce qui est spécial ne peut pas... Oui, mais c'est un contrat spécial, mais ça le met plus ou moins dans la précarité. Là. Non, pas la précarité. Est-ce que ce n'est pas une vacation déguisée? Non, je vais vous dire. J'ai lu cela, j'ai entendu que oui, c'est précaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Auparavant, l'année dernière, les années passées, ces vacataires étaient payés à l'heure. Et le maximum était de 9 heures. Les revenus que nous leur donnons actuellement sont 3 fois plus que ce qu'ils pouvaient prétendre avoir. Parce que ce n'était pas le cas. Et ensuite, ils n'avaient pas tous les avantages que nous leur donnons aujourd'hui, logement et tout ça. Bon, donc, deuxième chose qu'il faut savoir, dans la notion de préinsertion, il y a des critères auxquels nous ne pouvons pas déroger. Lorsque vous faites de la préinsertion, il y a la notion de service fait.
tant que vous ne faites pas le service, vous n'êtes pas payé. C'est pour ça que c'est différent du contrat de travail à durée déterminée ou durée indéterminée. Voyez-vous, quand nous envoyons par exemple les aspirants ou les gens qui sont en préinsertion, même dans d'autres domaines, qui viennent à l'ORTB ici, si nous vous envoyons des stagiaires qui sont des aspirants au métier de journalisme, si pendant 1 mois il n'a pas travaillé, il ne sera pas payé. Il ne peut pas être payé. C'est pour cela que nous demandons à la structure de nous envoyer tous les mois l'attestation de présence au poste. C'est ce critère qui fait que pendant les vacances, les enseignants n'étant pas au poste, dans la notion de préinsertion, ils ne peuvent pas être payés. Et nous ne pouvons pas déroger à cela, mais croyez-moi, l'avenir est prometteur pour ces aspirants. Je ne dis pas radieux, mais il est prometteur. Avec un contrat spécial. Oui, mais il y aura des lendemains meilleurs. Aucune garantie de ce lendemain meilleur. Ben, attendez pour voir. Moi, je pense qu'il y aura des lendemains meilleurs dans la mesure où le gouvernement, l'État a besoin de ses enseignants. Et je ne vois pas un État investi dans la formation, dans la préparation de ses enseignants pour après les jeter. Donc, il ne me revient pas ici de vous dire quelle est la suite qui va être donnée. Il reviendra au ministre concerné, au gouvernement, de vous donner la primeur de ces informations-là, comment ça va se passer. Mais vous pouvez être sûr d'ores et déjà que le gouvernement ne va pas investir 16 milliards pour payer, former et qualifier des personnes à l'enseignement alors qu'il en a besoin et après dit je les laisse pour aller prendre d'autres non qualifiés. Ce ne serait pas cohérent. Et je ne pense pas que ce gouvernement est dans cette incohérence. Je retiens de vos propos que par ce programme, les aspirants au métier d'enseignant ont quitté définitivement le statut de vacataire. Les aspirants sont désormais sédentarisés avec une mesure sociale garantie et avec des emplois créés. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé la solution efficace à la pénurie d'enseignants exprimée dans nos collèges et lycées? Si ce n'est pas la solution idéale, c'est quand même une meilleure solution à la situation qu'on avait avant, qui était que les vacataires, enfin, un certain nombre, une multiplicité de statuts qui ne permettaient ni aux travailleurs d'être à l'aise pour travailler, ni aux enfants d'avoir le meilleur de ce qu'on pouvait avoir. Les vacataires n'avaient pas tous ces avantages-là, n'avaient pas psychologiquement cette assurance d'avoir chaque fin du mois des revenus stables et d'avoir cette... Vous voyez, donc cela déjà rassure l'enseignant d'aujourd'hui, l'aspirant d'aujourd'hui, de ce à quoi il peut s'attendre pour pouvoir faire convenablement son travail. Cela rassure également les chefs d'établissement qui savent qu'ils ont à leur disposition du personnel, des ressources humaines qu'ils peuvent employer pendant une durée bien déterminée et qui leur permet de couvrir les heures ou bien comment dire la masse horaire qu'il faut pour que les enfants puissent participer aux différents examens avec beaucoup plus de facilité. Et donc, on peut dire qu'on a fait un effort. Le gouvernement a évolué dans sa pratique dans ce domaine-là. Il faut espérer qu'on va encore faire des efforts les années à venir pour l'améliorer davantage. L'idéal serait que à chaque fois qu'on devrait envoyer un enseignant dans une classe, que ce soit un enseignant qui soit déjà qualifié, qui soit déjà passé par l'école normale. On y arrivera. Mais en attendant, est-ce qu'on va laisser ceux qui sont dans le cas aujourd'hui se retrouver sans enseignants parce qu'on n'a pas des BAPES, des CAPES, des enseignants qualifiés pour ça? Je pense que c'est une meilleure solution à la situation d'avant, mais l'idéal reste à rechercher. La solution, elle est toute trouvée et l'idéal reste à rechercher. De quel dispositif ou de quel mécanisme disposez-vous pour contrôler le respect des clauses du contrat signé par ces aspirants? Oui, il y a plusieurs acteurs qui sont en jeu. Il y a bien entendu l'ANPE, il y a les directions départementales du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, il y a les chefs d'établissement. Tous ces acteurs, nous travaillons ensemble avec des outils, notamment une plateforme qu'on appelle EducMaster, que le ministère a mise en place et qui vont nous permettre, cette plateforme va nous permettre de pouvoir enregistrer hebdomadairement tous les mouvements des enseignants dans leurs établissements.
les chefs d'établissement, à travers leur personnel censeur et autres, devront s'organiser pour appointer le nombre d'heures réellement réalisées par les aspirants. Je vous ai dit que la notion de préinsertion évoque le service fait, le critère de service fait. Donc, nous aurons mensuellement à décompter le nombre réel d'heures réalisées par ces enseignants-là. Ils ont un quota horaire qu'ils doivent réaliser dans les établissements. Alors, ils devront s'en tenir obligatoirement. Je voudrais préciser une chose. Au mois d'octobre, compte tenu des aléas du démarrage et tout ça, nous ne tiendrons pas tellement rigueur. On va les payer normalement comme s'ils ont fait. Mais les mois qui vont suivre, nous allons faire attention et à travers ces outils informatiques, comptabiliser le nombre d'heures. Et il pourrait arriver, et je le dis très clairement, que les enseignants qui n'auraient pas réalisé la part de leur contrat, nous serons, non seulement on pourrait en arriver là, mais ils recevront la juste récompense du nombre d'heures qu'ils auront réalisées. Alors, s'ils se permettent de ne pas réaliser leurs heures. On n'a plus assez de temps, mais Oui. j'ai une question. Il y en a qui ont passé le concours, mais qui ne se sont pas vus appeler. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? Cela explique que nous avons juste comblé les besoins et que, bon, évidemment, le ministère avait fait un concours et ne sait pas, et a pris une base de données un peu plus large quand même. Il faut se donner une marge au cas où il y a des démissionnaires et tout ça. Donc, il reste environ peut-être 3 000, un peu plus, de personnes qui n'ont pas été réparties. Ces personnes sont sur des listes d'attente. Dans quelques semaines, nous allons faire le point de la rentrée, voir là où il y a des démissionnaires, ils vont les remplacer. Là où des gens n'ont pas pris service, là où les gens sont défaillants, nous allons faire les remplacements nécessaires. Dans tous les cas, pour les autres qui, jusqu'à la fin de l'année, ne pourront pas servir, ils sont et demeurent dans la base de données parce qu'ils ont déjà réussi au test et les processus ultérieurs pourront les prendre en compte pour pouvoir exercer le métier auquel ils... Et qu'en est-il de ces personnes qui étaient déjà dans le métier, ces personnes un peu plus vieux que ces jeunes-là? Les vacataires, oui. Qu'en est-il? Ils ont passé également le concours? Bien entendu, on me pose souvent la question pour dire, mais c'est des gens qui enseignent des gens et vous dites qu'ils sont aspirants. Mais non, il y a quelques-uns qui enseignaient. Il y a beaucoup qui n'enseignaient pas. Mais voyez-vous, si vous voulez recruter des journalistes à l'ORTB, vous faites un concours, vous pourriez avoir des gens qui n'ont jamais été journalistes, qui ont juste le diplôme, ils vont compétir, comme des gens qui sont dans d'autres rédactions vont compétir. Mais quand ils viendront prendre service, si c'est le grade A, pas le grade A qu'on démarre, tout le monde démarre par le grade A, et on les appellera de la même manière. Il en est de même dans le cas des aspirants. On a fait le test, il y a des gens qui enseignaient depuis 10 ans. Ils ont fait le test, il y a des gens qui n'ont jamais enseigné. Ils ont fait le test, les deux sont des aspirants pour nous. Nous n'allons pas distinguer ceux qui enseignent de ceux qui n'enseignaient pas. Et voilà, Ulvaeus Balogun, chers téléspectateurs, nous sommes assez édifiés sur la question comment la réforme du programme pré-insertion dans l'enseignement est conduite et mise en œuvre grâce à la présence du directeur général Ubien Amegbedji. Il faut retenir que la renaissance de l'école béninoise a démarré et l'heure a sonné. Merci beaucoup à vous, Patrick Adiagoudjou. Merci également à vous, M. Hubert Amegbedji, pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Merci et on espère vous retrouver très bientôt sur d'autres sujets. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. C'est donc la fin de Week Echo de ce dimanche. L'émission est à suivre sur BB24 tous les dimanches à 11h, mais également sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.